Chaque matin, l'économie se réveille avec vous. Et nous démarrons à présent le débat économique de ce matin. Ce matin, justement, on parle de cette intégration de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, qui a donc rejoint le système panafricain de paiement, PAPS, entendez, système de paiement et de règlement panafricain de l'Union africaine, créé en partenariat avec Afreximbank, la Banque africaine d'import-export et la ZLECAf. L'idée étant justement de faciliter les paiements transfrontaliers pour les entreprises, tout comme pour les particuliers à travers le continent africain. Pour en parler ce matin, on va accueillir notre panel d'experts en plateau et à distanciel. On a l'un des artisans de ce dossier-là au niveau de la Banque centrale en son temps. Lui, c'est Jean-Marie Benoît Mani, ancien cadre de la Banque centrale. Jean-Marie Benoît Mani, bonjour et bienvenue sur Dynamique FM. Oui, bonjour Madame Jongwe, j'espère que vous m'entendez bien. Parfaitement, vous êtes parfaitement audible, Monsieur Mani. Je rappelle donc que vous êtes ancien directeur national de la BEAC, membre du conseil d'administration d'Afreximbank. Au bout de la ligne, du côté de la France, on a Jean Jaurès Ngapo, expert en management. Jean Jaurès, bonjour. Bonjour et ravi de vous avoir une fois de plus. Un très grand bonjour à Monsieur le directeur Mani, que j'ai le plaisir de rencontrer sur ce plateau. D'accord. On va également avec nous en plateau, quoique un tout petit peu souffrant, enrhumé. Lui, c'est Christian Hervé Balogok, économiste, expert des questions bancaires. Christian, bonjour. Bonjour Valise, bonjour à mes copanélistes à distance comme en présentiel. Alors, on va commencer par celui-là qui a porté ce dossier en son temps, quand il était encore directeur national de la BEAC au Cameroun. Jean-Marie Benoît Mani. Alors, on a appris que le 9 juillet 2026, la BEAC a officiellement intégré ce système de paiement transfrontalier. Qu'est-ce que c'est réellement ce PAPS ? Oui, faut dire que c'est une grande avancée pour les États africains. C'est en 2019 que les travaux concernant ce système ont commencé à la Banque africaine d'import-export. Et conjointement, la banque travaillait également sur la zone de libre-échange africaine. Et vous ne pouvez pas commercer sans un système de paiement approprié. Jusqu'à maintenant, puisque le système est juste en train de se mettre en place, pour payer, par exemple, une marchandise que vous vendez, que vous achetez, par exemple, mettons, au Nigeria, pour payer cette marchandise-là, vous étiez obligé, la Banque centrale était obligée de passer par d'une Paris, en ce qui concerne le Cameroun, et par Londres, en ce qui concerne le Nigeria. Donc, les paiements devaient transiter par Paris et par Londres pour arriver au Nigeria. Et vice-versa, quand du Nigeria, vous voulez acheter quelque chose au Cameroun. L'idée est donc ici de mettre en place un système qui pourrait permettre aux banques centrales africaines de faire des échanges entre elles sans passer par les banques centrales étrangères, par les pays étrangers. Et la banque africaine d'import-export a commencé à réfléchir et à faire un travail technique pour pouvoir mettre en place une plateforme permettant aux banques centrales africaines de commercer, d'échanger des paiements entre elles sans passer par Londres, par Paris ou même Washington. C'est donc de cette façon qu'est née l'idée du PAPS. Et je suis très fier de savoir que ce travail aboutit. J'ai quitté le conseil d'administration d'Afreximbank en 2024, en juin 2024, après 16 ans. Et c'est une fierté pour moi de savoir que maintenant la Banque des États africaine, la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, a elle aussi déjà intégré ce système.
Parce qu'il faudra l'accord de toutes les banques centrales, la liaison entre toutes les banques centrales pour que les paiements puissent s'effectuer de manière continentale et de manière aisée. Et comme je le disais, c'est un outil qui est indispensable pour un bon fonctionnement de la zone de libre-échange africaine. Bon, j'espère que tout est opérationnel et qu'avec l'adhésion de la BEAC, les pays de l'Afrique centrale pourront eux aussi maintenant commercer et se faire des paiements avec tous les autres pays africains. Voilà ce que je peux dire à ce stade. D'accord, merci infiniment Monsieur Jean-Marie Benoît Mani pour ce premier jet de parole. Vous qui avez été un artisan, qui avez porté ce dossier en votre temps de directeur Cameroun de la Banque des États de l'Afrique centrale. Alors on va aller peut-être rester dans le cadre des banques avec notre aspect bancaire en plateau. Christian Hervé Balogok, de ce qu'on a entendu de l'ancien directeur Cameroun de la BEAC, ce projet a été pour une intégration économique entre les pays de l'Afrique, notamment avec la mise sur pied de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Donc il était question de fluidifier les échanges commerciaux entre les pays du continent. Alors, quand on sait le potentiel qu'est la ZLECAf aujourd'hui, qui se veut le plus grand marché sur le continent africain, on va dire la Banque centrale, enfin, adhère au projet. Je crois que c'est l'un des meilleurs outils pour la ZLECAf. Au-delà de voir une fluidification des échanges, il faut aussi voir un raccourcissement des délais et en même temps un désir de souveraineté qui va permettre en sorte que certains acteurs qui n'étaient pas importants dans la chaîne de transfert ne soient plus sollicités. Je veux parler par exemple des banques centrales étrangères qui devaient être toujours sollicitées afin que les échanges se font. La ZLECAf en avait grand besoin. Et je crois que l'Afrique centrale, qui elle aussi est un poids lourd de l'économie continentale, avait besoin de rentrer dans ce conglomérat, si je peux appeler, qui permette une meilleure fluidification des échanges. Les monnaies ont toujours été une barrière pour les échanges africains. Et je crois qu'ici, là, on vient de trouver un moyen de pouvoir faire des échanges dans les monnaies locales sans avoir forcément besoin d'aller faire des échanges intermédiaires ou alors des parités intermédiaires avant d'arriver à une monnaie d'un pays plus proche. Alors, ça va faire des gains sur les taux d'échange, ça va faire des gains en termes de délai d'exécution. Et puis, ça va permettre à la ZLECAf de réaliser de grands pas. Alors, Jean Jaurès Ngapot, vous nous recevez du côté de la France. Aujourd'hui, on est parti à la conquête de l'Afrique au travers de la zone de libre-échange continentale africaine qui se veut le plus grand marché, 1,4 milliard de consommateurs par là. On a aujourd'hui l'intégration par la Banque centrale à ce système de paiement transfrontalier pour réduire un tant soit peu les coûts des transactions entre les différents commerçants au sein de cette ZLECAf-là. On a bien envie de savoir avec vous, Jean Jaurès Ngapot, quel pourrait être aujourd'hui, c'est vrai, on l'a intégré déjà, mais quels pourraient être aujourd'hui les obstacles, pas encore les freins liés à l'adoption du PAPS par les États membres de la ZLECAf? Comme il a été dit tout à l'heure par M. Mani, je crois qu'il y a une première question fondamentale pour laquelle il y a la proposition de réponse avec le PAPS. C'est la question des hubs financiers. Il fallait toujours passer par l'étranger, donc des regards des uns des autres et surtout des retards, parfois intentionnels, pour ralentir le commerce intra-africain. Donc, il y a cette première réponse qui est donnée et qui est une réponse très importante. Mais là où je voudrais attirer l'attention, c'est que c'est une des réponses sur le plan des flux financiers et sur le plan, parce qu'il y a un autre volet, après le PAPS, il y a un autre travail
je pense qu'il est mieux placé que moi, M. Mani, pour en parler toujours, sur la possibilité qui est donnée désormais aux investisseurs africains de disposer d'un peu plus de fonds. Donc j'ai envie de dire que oui, sur l'intégration africaine par rapport au travail de la ZLECAf, c'est un volet qui est traité par un partenaire, parce que j'ai envie de dire que c'est un partenaire avec Simbank, avec un outil, le PAPS, qui est utile pour la ZLECAf. Mais cet outil ne peut pas être efficace tout seul. Parce qu'aujourd'hui, les véritables obstacles au déploiement de la ZLECAf sont de 3 ordres. Premièrement, il y restera le problème de la réduction des barrières tarifaires. L'objectif a été fixé par la ZLECAf, réduit jusqu'à 90%, on est loin. Deuxième obstacle, il va y avoir l'amélioration des infrastructures, le transport notamment. Parce que commercer, c'est bien, on va faire des transactions, ça va passer par les banques, les plus bonnes, les correctes. Maintenant, comment est-ce qu'on transporte les marchandises? Il y a un gros problème là-dessus dans le cadre de l'intégration de la ZLECAf. Maintenant, le troisième point pour moi qui est le plus important, surtout quand on parle des 1,4 milliard d'Africains, c'est quoi? C'est l'implication des petites entreprises et des secteurs informels. Parce que jusqu'à présent, on a un outil qui va fonctionner pour les grands. On a vu le plus gros point qui a été fait récemment, c'est à Dangote, je crois 4 milliards de dollars, quelque chose comme ça. Oui, c'est les gros. Là, ils arrivent à fonctionner, ils circulent. C'est bien, ça va tirer. Mais ça ne peut apporter quelque chose véritablement à la ZLECAf que si on implique maintenant dans ce système d'une manière ou d'une autre les petites entreprises et le secteur informel. Parce qu'en réalité, quand on parle de 1,4 milliard de population et de personnes, dont de consommateurs et de personnes qui vont, des opérateurs économiques, pour aller plus simplement rester dans le domaine financier, on va comprendre que cela ne va fonctionner véritablement que si on associe des plus petits et si on rend fonctionnelle cette intégration en intégrant les petites entreprises, les petits investisseurs, le secteur informel. C'est là qu'on pourra parler véritablement d'un ensemble complet. Parce que pour moi, pour l'instant, on est en train de résoudre, à condition bien sûr que toutes les banques centrales jouent le jeu en Afrique, on aurait résolu un volet. Mais il reste le plus gros à faire en sachant que la banque a été posée. Jean-Marie Benoît Mani, alors est-ce qu'aujourd'hui les banques commerciales sont-elles prêtes, sont-elles suffisamment préparées aujourd'hui pour intégrer pleinement ce PAPS? Je pense que en Afrique centrale, nous avons un grand avantage. C'est parce que c'est que nous étions déjà en zone économique et monétaire. Au sein même de l'Afrique centrale, il existe déjà un système de paiement auquel sont reliées toutes les banques commerciales. Et en 2 étapes, vous avez certainement peut-être entendu parler du SIGMA, du SISDAC. C'est un système de paiement qui fonctionne déjà à l'intérieur de la CEPAC. Et je pense que l'intégration avec le PAPS sera facile, puisqu'il faudra tout simplement étudier les mécanismes techniques qui permettront que, à travers le système de paiement qui existe déjà en Afrique centrale, on puisse directement maintenant passer au PAPS. C'est un grand avantage pour les pays d'Afrique centrale et je pense même ceux de l'Afrique de l'Ouest également qui ont des systèmes de paiement similaires. Et on peut le regretter parce qu'à l'époque, nous avions une intégration de système de paiement, du système de paiement. Bon, il n'était pas encore sous la forme électronique qu'on a maintenant, mais on pouvait faire les paiements directement entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Mais malheureusement, la crise de 1994 est passé par là et on a dû avoir une interruption de paiement entre les deux zones. Mais je pense que maintenant, à travers le PAPS, tous ces systèmes-là pourront être intégrés. Ce n'est qu'une question
d'agencement technique, les accords réglementaires, les accords, je dirais politiques, étant déjà obtenus au niveau des banques centrales. Donc moi, je n'ai pas d'inquiétude à ce niveau. Je pense que les banques commerciales de la zone d'Afrique centrale savent déjà fonctionner dans un système de paiement intégré. On peut dire Par contre, si vous permettez, oui, je vous en prie, allez-y. Embrayer sur ce que disait M. Gapou tout à l'heure, et qui est très important, parce que c'était une phase, effectivement. À l'époque, l'idée que je mettais au niveau du conseil d'administration, c'était que on travaille également sur des plateformes commerciales qui pourront permettre de relier les commerçants africains entre eux. C'est extrêmement important parce que si on a que le système de paiement et que tout le reste ne suit pas, et l'idée était également au niveau infrastructurel de voir comment est-ce qu'on peut mettre déjà au niveau des transports aériens, qu'on puisse voir comment est-ce que tout ce qui concerne les CAF peut transiter d'un aéroport à un autre, voir au niveau des ports, voir même sur également les voies terrestres. Donc les paiements ne sont qu'une étape importante certes, mais il y a encore beaucoup à faire pour une intégration commerciale africaine pleinement opérationnelle et efficace. Christian Hervé Balogo, comme l'a si bien relevé Jean Jaurès Ngaput, aujourd'hui on a quelques goulots d'étranglement qui subsistent, sont des barrières tarifaires qui demeurent, le dépôt d'énergie également pour la transformation qui demeure. Adosser les CAF sur ce passe, est-ce que ce ne serait pas, je n'ai pas envie de dire mettre la charrue avant les bœufs, mais est-ce que cela ne biaise pas un tant soit peu le plein potentiel de l'ASDECAF? Marlise, il faut qu'on se comprenne. Nous voulons parler du PAPS, nous voulons parler des bienfaits du PAPS, est-ce que nous voulons parler de l'intégration africaine ou alors de l'intégration économique africaine dans sa globalité. Le PAPS est une réforme structurelle qui n'a rien à voir avec les réformes infrastructurelles que nous devons faire. Alors, dans ma première prise de parole, et je crois que ça a été partagé par M. Mani, le directeur, à qui je dis encore bonjour, que le PAPS était un outil qui allait davantage booster l'idée qu'avait la ZLECAf et permettre à la ZLECAf de se déployer davantage et de rentrer dans un plein régime. Mais la ZLECAf ne va pas rentrer dans un plein régime de fonctionnement uniquement avec le PAPS. Il y a d'autres aspects de choses. Et ces aspects de choses ne concernent pas le PAPS ou la BEAC. La BEAC fait déjà quelque chose dans le fait d'avoir... Assure déjà la souveraineté financière, ou du moins cette intégration financière. En intégrant. Alors, il faudrait qu'on se comprenne. Dans une des questions, vous avez dit, est-ce que les banques secondaires suivront? Je vous fais comprendre que parmi les actionnaires d'Afrexim, qui soutient ce projet, se trouvent les banques centrales, se trouvent les institutions financières, se trouvent les établissements publics. Ça veut dire que toute la réflexion a été faite par tous ces gens qui sont membres du conseil d'administration. Ils sont au courant de ce qui se passe. Déjà, un premier exemple d'intégration financière a été fait par les systèmes Sigma et Systac, qui sont des systèmes de paiement rapides, de gros et de petits moyens dans la zone CEMAC par exemple. Et des systèmes similaires ont été faits au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui va être fait maintenant va permettre d'aller un peu plus en avant, de franchir un palier de plus et d'aller plus en avant dans cette volonté d'intégration. Mais le PAPS n'est pas le seul outil qui peut garantir la totale intégration. Les infrastructures et tout ce qui suit, c'est au gouvernement de prendre des décisions. Et je crois que Afrexim, qui est là pour assister les pays africains dans le développement, va forcément assister les pays dans cette volonté de faire des réformes infrastructurelles afin que la ZLECAf puisse avoir les pleins moyens pour rentrer dans une pleine opérationnalité de sa volonté ou alors de son idée. Donc, je ne pense pas que le PAPS vienne résoudre tous les problèmes qui sont de plusieurs ordres.
mais il vient déjà, le PAPS, aider au niveau de l'intégration financière. Il y avait une barrière qui était celle des différentes monnaies. Je crois que M. Mani pourra mieux nous éclairer. Je crois qu'ils ont déjà discuté sur le niveau des taux de change entre les différentes monnaies des pays membres du PAPS. Pour qu'on n'ait pas forcément à passer par d'autres transactions de parité avant d'y arriver. Ils ont sûrement mis en place une monnaie ou alors ils vont mettre en place une espèce de monnaie ou d'étalon de valeur qui soit reconnu par Afrexim et qui va servir de base de calcul pour toutes les autres monnaies. Donc, Marlise, en définitive, je veux dire que les spécificités des pays qui sont des difficultés ne doivent pas être mises en avant ici, alors que nous sommes en train de franchir un palier avec le PAPS. D'accord. Les autres obstacles vont être chacun abordés et vont forcément être adressés selon qu'on veut à tout prix faire fonctionner la ZLECAf. D'accord. Alors, avant de passer la parole à Jean Jaurès Ngapot, on va retourner avec M. Jean-Marie Benoît Mani. Comment aujourd'hui assurer l'interopérabilité, justement, elle l'évoquait, entre les différents systèmes de paiement nationaux qui existent déjà? Alors, je ne vous ai pas bien suivi, si vous pouvez répondre. Je demandais comment aujourd'hui assurer l'interopérabilité entre les différents systèmes de paiement nationaux avec l'intégration du PAPS. Oui, bon, l'interopérabilité, bon, il y a déjà une question de volonté, et je pense que la volonté politique y est d'assurer cette intégration. Le reste, après, c'est une question de technique, c'est des questions techniques déjà au niveau infrastructurel, qu'on mette en place tous les éléments techniques qui permettent de faire des échanges, qu'on mette les systèmes comptables qui permettront d'assurer la compensation. Donc c'est plus un travail technique qu'autre chose. Dès lors qu'il y a déjà cette volonté de travailler ensemble et de faire des échanges. Bon, nous ne sommes pas la seule zone. Il faut dire que nous suivons, nous sommes même en retard par rapport à beaucoup d'autres. Je disais à des personnes il y a quelque temps que les Arabes ont leur système. Les pays arabes qui sont au nord, là, ils sont déjà reliés à un système de paiement arabe qui fonctionne depuis quelques années et qui sont sur une plateforme qui s'appelle Bouna, qui réunit tous les pays arabes et qui leur permet de faire des transactions, de payer leurs transactions. Donc, c'est des choses qui sont déjà faites ailleurs, en Asie, effectivement. Ils ont travaillé, ils ont mis en place un système de paiement qui leur permet de faire des échanges au niveau régional. Donc, ça, on sait comment le faire sur le plan technique. Je pense que ce qui manquait maintenant, il manquait un peu au niveau des Africains, c'est cette volonté de travailler ensemble. Bon, partons de loi, et il y a encore beaucoup de travail. Je suis d'accord avec tous ceux qui interviennent pour dire que le PAP seul ne suffit pas. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. La moindre n'étant pas l'amélioration de la gouvernance économique dans les pays. Par exemple, on parle de l'éco et de toutes les difficultés qu'on a à mettre l'éco en place, parce que le fonctionnement des économies est très, je dirais, n'est pas homogène. Il y a ce qu'on appelle, avant de mettre une monnaie en place, il y a un certain nombre de critères qu'on appelle critères de convergence qu'il faut respecter au niveau économique pour que disons la zone qu'on veut mettre en place, la zone monétaire qu'on veut mettre en place puisse fonctionner de manière optimale et qu'il n'y ait pas de problème après. Et c'est que parmi ces critères, vous avez l'inflation
Si vous avez des pays où l'inflation est à 10, 15, 20, voire 30%, alors que chez d'autres, elle est à 2-3%, c'est difficile que les monnaies puissent fonctionner ensemble. Donc, il faudra que les pays qui ont des niveaux d'inflation trop élevés puissent, à un moment donné, ramener leur taux d'inflation à un niveau compatible avec les critères qui seront établis pour le fonctionnement de la zone. Vous avez des déficits budgétaires des États et tout. Non, tout un travail à faire pour que cette intégration-là puisse fonctionner convenablement au-delà des simples infrastructures qu'on met en place. Voilà ce que je peux dire à ce stade, madame. D'accord, merci infiniment. Jean Jaurès Ngapout, quand on sait que la BEAC vient seulement d'adhérer à ce système, c'était le 9 juillet dernier, cette annonce officielle de la BEAC intégrant justement ce système de paiement panafricain. On sait que d'autres pays traînent encore le pas. Alors, quelles réformes pour accélérer justement le déploiement de ce système de paiement qui veut révolutionner les échanges commerciaux entre les pays du continent? Le but d'une banque est de gagner de l'argent. Donc ça, personne ne l'apprend. C'est de gagner de l'argent. Ça veut dire que si aujourd'hui on veut accélérer, il faudrait qu'il y ait un très grand nombre de clients. Donc j'ai envie de dire que il faut qu'il y ait un grand nombre de clients. Ça voudrait dire que il faudrait bien qu'on ait davantage de personnes qui vont solliciter ces services, et ces services deviennent de plus en plus récurrents en termes de monde. Ça va faire en sorte que ils vont accélérer également le travail. Si ça reste une question qui est juste institutionnelle et que ça a une tendance à venir d'en haut, ça concerne un petit nombre, même si ce sont des gens très influents économiquement, ça restera quelque chose de relativement lent à se mettre en place. Donc il faudrait accélérer la sollicitation de ce dispositif-là. Et c'est là, et c'est dans ce sens-là que je parle de la nécessité d'avoir des plus petits qui vont solliciter ces services-là et qui vont en accélérer le développement. Parce que, et c'est là que j'attire l'attention de Christian sur le fait que ce n'est pas parce qu'on va parler du PAPS, surtout que je suis assez sur la thématique, le PAPS comme un levier de la ZLECA. C'est dans ce sens-là que je pense que tous les aspects intégratifs sont nécessaires. Et je pense que si aujourd'hui, on a une grande sollicitation des clients, parce qu'il faut les appeler les commissaires, on parle de 1,4 million de personnes parce que ce sont des clients. C'est un marché potentiel en termes de clients. Donc si on veut accélérer l'usage, le développement de ces outils, il faudrait qu'il y ait un très grand nombre de personnes qui sollicitent ces outils-là. Et pour qu'il y ait un grand nombre de personnes qui sollicitent ces outils, il faut que ces personnes se sentent concernées parce qu'elles sont impliquées. Et je disais qu'on ne pourra pas y arriver si on reste dans l'informel, qui a une grande part d'intervention en Afrique et qui n'est pas intégré souvent. Or, on sait très bien que l'informel, c'est des milliards et des milliards en termes de CFA, par exemple en Afrique centrale. C'est-à-dire que lorsque moi j'arrive à Yaoundé et que j'ai par exemple de l'argent à changer, c'est beaucoup plus facile d'aller à la briqueterie faire mes transactions que d'aller dans une banque commerciale, par exemple. Je suis désolé de le dire, c'est beaucoup plus facile. Donc j'ai envie de dire que tout cet argent, tous ces flux financiers qui passent par un autre système, sans être intégrés, sans même parfois être comptabilisés parce qu'on ne sait pas trop comment ça marche, ça ne peut que ralentir le PAPS. Donc, moi je pense que pour que le PAPS se développe véritablement, pour que ça s'accélère, il faut qu'il y ait un grand nombre de personnes qui se sentent concernées parce que ça devient quelque chose qu'ils utilisent au quotidien et n'auraient plus besoin de ces marchés, de ces outils parallèles qu'ils vont utiliser pour se débrouiller entre eux. On disait tout à l'heure, et M. Bandi disait bien, si les commerçants ne sont pas tellement intégrés, parce que c'est pas parce qu'il y a ABCD et qu'on a plusieurs classes de financeurs ou du moins d'actionnaires et tout ça, ça ne suffit pas. Il faudrait au quotidien que les gens se sentent concernés. Un commerçant, on prend l'Afrique de l'Ouest. Très nombreux sont ceux qui ont les boutiques au Cameroun, par exemple, en Afrique centrale en général, qui viennent d'Afrique de l'Ouest, qui viennent du Mali. OK? Ben, ils ont déjà des opérations qu'ils font avec le TFA de l'Afrique de l'Ouest
et le CFA de la zone BEAC. Donc, ce qui se passe, c'est comment fonctionnent ces gens et comment est-ce qu'ils arrivent à convertir, à faire leur commerce et tout ça. Mais ça ne passe pas. Je veux dire que le PAPS n'est pas au courant des transactions que ces gens-là font. Or, si cette transaction-là transitait ou passait par le PAPS, ça ferait un flux beaucoup plus important, des montants beaucoup plus importants à manipuler par le PAPS et une meilleure compréhension de ces marchés pour mieux répondre à ces questions. Parce que n'oubliez pas que ces systèmes de paiement, tout ce qui est mis en place, va fonctionner parce que derrière, il y a de l'argent qui est mis à disposition, justement parce que sans argent mis à disposition, le commerce ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça que je crois qu'on ne peut pas juste se limiter à l'aspect technique et tout le gros travail qui a été fait, le super travail qui a été fait, mais pour qu'il se développe, il faut que derrière, il y ait véritablement des utilisateurs. Donc c'est pour ça que je crois que l'accélération ne se fera pas sans ces utilisateurs massifs. L'aspect bancaire sur le plateau, Christian et Balogok, le PAS, comment on fait avec tout ce qu'on a comme monnaie aujourd'hui et puis comment est-ce que ce PAPS-là pourra aujourd'hui garantir, peut-être pas, je ne vais pas parler de stabilité, mais comment la dépendance, voilà, peut-être cette dépendance de l'Afrique au dollar américain, que ce soit encore à l'euro et autres, comment est-ce qu'aujourd'hui le PAPS peut réduire cette dépendance-là? Marlise, vous posez deux questions. Le PAPS, pour favoriser davantage les échanges intra-africains, le PAPS pour garantir la non-dépendance aux monnaies extérieures. D'accord. Déjà, techniquement, tel qu'il est mis en place et tel qu'il est développé, le PAPS va garantir peu de dépendance à la monnaie extérieure quand il s'agit des échanges intra-africains. Je veux vous faire comprendre que les échanges intra-africains aujourd'hui, c'est 15 à 16% du volume des échanges du continent. Ce qui veut dire que 85% de nos économies ou de nos importations et exportations dépendent de l'extérieur. Je suis d'accord à 200% et même à 1000% que le PAPS ne pourra évoluer et atteindre une vitesse de croisière que si le volume des échanges intra-africains augmente. Pourquoi le PAPS a été mis en place? Je parle sous le contrôle de M. Mani, du directeur Mani. Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que les échanges intra-africains étaient de faible envergure. Et on s'est dit, il y a une barrière qui est déjà la barrière dans les échanges financiers. Il faudrait pouvoir la franchir. Le PAPS vient résoudre un pan du problème. Le PAPS ne vient pas résoudre tous les problèmes. L'augmentation des échanges intra-africains est la garantie du fonctionnement du PAPS dans son plein régime. Parce qu'on ne met pas le PAPS pour faire des échanges avec les pays européens. On met le PAPS pour pouvoir permettre de briser les barrières monétaires qui sont pour la plupart du temps d'un héritage culturel de la colonisation. En attendant que les pays décident eux-mêmes de changer de monnaie, de ne plus être dépendants de l'extérieur, le PAPS vient résoudre un pan de problème. Je suis d'accord avec Jean Jaurès Ngaput qu'il faudrait intégrer tout le monde. Effectivement, le PAPS ne vient pas faire une sélection. Mais le PAPS vient être un instrument qui va être utilisé par tous ceux qui remplissent les conditions. Les problèmes d'informels, les problèmes de petits entrepreneurs ou de petits acteurs sont des problèmes propres à chaque pays que les pays devront eux-mêmes résoudre. Qu'est-ce qui crée l'informel au Cameroun? C'est au Cameroun de le résoudre. Qu'est-ce qui fait en sorte que certains ne participent pas? C'est à chaque pays de le résoudre. Le problème pour lequel aujourd'hui les échanges intra-africains sont réduits, à la plus simple expression, si je peux le dire, c'est qu'on a un problème infrastructurel, c'est qu'on a un problème de production, c'est qu'on a un problème de consommation tournée vers l'extérieur. Nous reconnaissons tous qu'au-delà des slogans, consommer camerounais, consommer localement, made in Cameroun, made in Tchad and made ici, à la réalité, ce n'est pas, les moyens ne sont pas mis en place pour que ces slogans-là puissent prendre vie. Et le PAPS aujourd'hui ne fonctionnera que si tous ces slogans sont matérialisés, sont transformés en action et qui vont faire en sorte qu'il y ait une sollicitation de cet outil technique qui va être mis en place. C'est ce qui va permettre le développement. Donc, je parlais tout à l'heure des réformes qui doivent être infrastructurelles et des réformes qui doivent être
structurelle. C'est à chaque pays d'aller faire tomber les barrières qui font en sorte que le plus grand nombre ne participe pas. Qu'on arrête d'importer. Et pour qu'on arrête d'importer, il faut qu'il y ait une production locale africaine qui puisse satisfaire les envies ou alors la consommation. Pour qu'on arrête d'importer, il faut qu'on change de mindset. Qu'on arrête de penser que lorsqu'on a acheté un produit venu d'ailleurs, il est beaucoup plus bon, il est beaucoup plus, il est beaucoup plus satisfaisant que ce qu'on a acheté sur place. J'ai été dans un pays d'Afrique, je ne citerai pas le nom pour ne pas faire trop de publicité, où dans chaque rayon de grande surface de distribution, vous aviez des produits faits localement et des produits qui étaient importés. Les prix pouvaient vous attirer. Et c'était à vous de faire votre jugement à partir de la qualité. Donc, je pense qu'il faudrait mettre en place des normes de production et de fabrication. Il faudrait en place mettre des machines de production. Quand je parle de machines de production, c'est-à-dire favoriser la production localement, permettre aux hommes d'affaires de pouvoir produire localement les biens qui correspondent à la consommation ou à la demande de la population. Il ne suffit pas de dire le marché africain c'est 1,4 milliard, mais il faut se dire dans le marché africain de 1,4 milliard, qu'est-ce que nous pouvons satisfaire? Et pendant que je peux satisfaire, je suis donc obligé d'utiliser l'outil qui a été mis en place, qui est le PAPS. Donc, le PAPS, c'est qu'il y ait des réformes infrastructurelles, que lorsque je veux envoyer de la marchandise, parce qu'il y a une demande dans un pays à côté, que la route soit là, que le transport aérien puisse se faire, que le transport maritime puisse se faire. Sinon, ça va rester tout simplement des échanges sur des petits produits, de rien du tout. Mais allez voir ce qui se passe dans l'informel entre le Nigeria et le Cameroun. Pourquoi est-ce que c'est dans l'informel? C'est la question qu'on doit se poser. Allez voir combien de producteurs sont dans l'informel au Cameroun. On passe le temps de dire on a démantelé une usine de production, comment on appelle ça, clandestine. Mais pourquoi ils sont dans le clandestin? Est-ce qu'ils ont le know-how? Oui. Pourquoi est-ce qu'ils sont dans le clandestin? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme accompagnement pour qu'ils sortent de ce clandestin? Voilà les questions qu'on devrait se poser pour permettre que la ZLECAf puisse remplir ses missions et que le PAPS puisse être l'outil qui va être utilisé à plein escient. Jean-Marie Benoît Mani, on est en train de parler de ce PAPS-là qui vient un tout petit peu propulser, ou du moins donner encore un coup d'accélérateur à la zone de libre-échange continentale africaine au travers des échanges entre les pays africains. Quelles sont aujourd'hui les garanties en termes de stabilité financière et de gestion des risques offre ce système de paiement et de règlement panafricain? Voilà, c'est de la peine à vous entendre. Est-ce que vous pouvez encore reprendre pour que je puisse bien comprendre votre question? Quelles sont aujourd'hui les garanties de stabilité financière et de gestion des risques qu'offre le PAPS, le système de paiement et de règlement panafricain, vous qui avez porté ce dossier du temps de votre mandature du côté du conseil d'administration de la Banque africaine d'import-export? Bon, madame, je pense que c'est tout le travail au niveau des accords qui seront passés entre les banques centrales qui va garantir, ce sont ces accords-là qui vont garantir la stabilité du système et aussi le respect des engagements que les pays vont prendre. Je me souviens à l'époque, nous avions, il y a très longtemps, vous savez, entre la République démocratique du Congo, qui s'appelait à l'époque le Zaïre, et l'Afrique centrale, on a voulu mettre un système de compensation pour permettre les échanges entre les pays de l'Afrique centrale et le Zaïre, comme on l'appelait à l'époque. Vous voyez, le Congo est juste en face de la République du Congo, qui est dans la CEMAC, et en face de la République démocratique du Congo. Ils sont juste séparés par le fleuve. On ne pouvait pas commercer, puisque à cause des problèmes de monnaie. Donc, un système, une chambre de compensation de l'Afrique centrale, comme on l'appelait à l'époque, a été mise en place. Elle n'a pas pu fonctionner longtemps, puisque
le Congo n'arrivait pas à couvrir, ne trouvait pas les moyens de couvrir le solde déficitaire qu'il avait avec la CEMAC. Donc, ce sont tous ces éléments-là qui devront être mis en place. Je n'ai pas le détail, étant parti depuis 2024, des accords qui ont été passés entre les banques centrales pour assurer la stabilité. Et je pense qu'il y aura un dépôt de chaque banque centrale au niveau d'Afrique Simbank qui permettra de garantir que les couvertures, les compensations se font sans problème. Donc, c'est pour ça que je parle de volonté également au niveau de chaque pays, et cette volonté dépend effectivement de l'efficacité avec laquelle chaque pays va gérer son économie. Si vous avez une économie qui n'est pas performante, déjà au niveau macroéconomique, c'est la corruption qu'il va y avoir dans nos pays. Tout ça, ça constitue également des plans pour que tous ces systèmes-là puissent fonctionner. Je me souviens à l'époque d'une conférence que nous avons eue avec un professeur singapourien qui nous disait que le décollage économique dépend de trois choses. Un PH, je retiens que le H qui est l'honnêteté. C'est-à-dire, votre pays ne peut pas être décollé tant que vous ne cherchez pas à éradiquer des phénomènes de corruption et autres. Donc, je pense que, c'est pour ça que je parlais de gouvernance économique générale, parce que c'est ça qui fait la garantie, la principale garantie au niveau disons microéconomique comme au niveau macroéconomique, c'est déjà la volonté de chacun de respecter ses engagements à tous les niveaux. Quand on a une dette, qu'on se fasse tout ce qu'il faut pour qu'on puisse la payer. S'il n'y a pas de cette volonté, vous aurez beau mettre tous les systèmes en place, à un moment donné ça va bloquer puisque quelqu'un refusera de payer ce qu'il doit payer, ce qu'il doit à l'autre. Et toute l'économie est basée sur la confiance. Et je voudrais profiter du fait que j'ai la parole pour souligner trois points importants que j'ai dégagés de ce que les autres participants ont dit. Le premier, déjà, c'est mon point personnel, c'est la pertinence du pape. Nous avons commencé à travailler sur ce système-là fin 2018, début 2019. À cette époque, la guerre en Ukraine ne s'était pas encore déclenchée. Et on a vu, lorsque la guerre s'est déclenchée, l'une des premières résolutions qui ont été prises en termes de sanctions, c'était de bloquer le SWIFT. Alors, quand vous n'avez que le SWIFT comme alternative de paiement au niveau international et qu'on vous coupe là-dedans, vous êtes totalement perdu. Et je crois que c'est un peu à la suite de cette sanction-là que tous les pays du monde se sont réveillés et que maintenant vous avez une multitude de systèmes de paiement régionaux qui se sont mis en place. Systèmes qui finalement, s'ils s'intègrent entre eux, vont mettre en balle le SWIFT. Même les Européens eux-mêmes se sont rendus compte qu'il leur faut des systèmes de paiement internes qui ne passent pas forcément par le SWIFT. Donc, à ce niveau-là, c'était déjà quelque chose de très pertinent, avant même qu'on ne puisse se rendre compte de cet impact géopolitique qui aurait pu être négatif en l'absence du peuple. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, en Afrique, nous n'allons pas vite. De 2019, vous voyez, nous sommes en 2026, on en est encore à des banques centrales qui annoncent qu'elles s'intègrent. On n'est pas encore arrivé à cette intégration totale au niveau du continent.
Alors que, comme je vous disais, les Arabes ont mis leur système qui fonctionne déjà, la plateforme Bouddha fonctionne déjà de manière opérationnelle. Donc, il faut que l'Afrique apprenne à aller vite. Nous prenons du retard par rapport aux autres, au moment même où la complexité géopolitique au niveau mondial est en train de faire jour avec toutes les difficultés irrelatives. Bon, le troisième point, et c'est ressorti des autres interventions, c'est être beaucoup plus pragmatique. On n'a pas besoin d'attendre d'être totalement industrialisé pour pouvoir commencer à mettre en place ce type d'outils. Parce que ces outils-là, parce que moi, quand j'étais en Afrique, je leur donnais une autre idée. Qui normalement devrait être le pendant du PAPS. C'est la mise en place d'une plateforme qui permette à tous ceux qui produisent en Afrique de mettre leur production en ligne. Je vous prends un exemple. En voyageant sur Ethiopian Airlines, j'ai écouté beaucoup de musique éthiopienne et j'aime la musique éthiopienne. Je voudrais bien acheter de la musique éthiopienne, mais j'ai aucune plateforme qui me permet de l'avoir. Donc, une plateforme déjà au niveau africain qui permettent à tous les artisans, tous ceux qui ont leur petite production là, de la mettre en ligne pour que dans le monde entier on puisse, ne fût-ce que déjà en Afrique, que celui qui est au Gabon puisse savoir que tiens, il y a telle chose qui est produite au Cameroun et en regardant Internet et tout, et maintenant après c'est comment est-ce que je passe la commande de ces choses-là. Je paye comment? Et ensuite, comment cette chose-là va m'arriver? C'est aussi simple que ça. Donc, il faudrait qu'on réponde à ces problèmes-là. Et maintenant, ce monsieur-là qui, puisque son pays et son produit est mis en ligne, il peut être vu partout. Donc, beaucoup de gens vont s'intéresser à son produit, vont vouloir l'acheter. Ça va donner plus de moyens à ce monsieur-là d'augmenter sa production, peut-être même de trouver les moyens de l'industrialiser si elle était tout simplement artisanale. Donc l'idée que moi, en plus du bas, de concevoir une plateforme. Vous en avez, Amazon, c'est quoi? C'est une plateforme qui permet à des entreprises qui sont situées au bout du monde de mettre leur production en ligne. Vous qui êtes de l'autre bout du monde, vous dites ça m'intéresse. Vous passez commande, il y a un système qui vous permet de payer ça. Et maintenant, il y a des infrastructures qui vous permettent, dans un délai très rapide, de recevoir ce que vous avez commandé. Les Chinois, actuellement, on dit que les Chinois sont développés. Les Chinois sont développés parce qu'ils ont promu leurs petits artisans à travers ce système-là. Vous connaissez le système Alibaba, c'est le pendant d'Amazon, zone qui permet à tous les petits producteurs qui sont en Chine et qui fabriquent telle petite chose de mettre ça en ligne de telle façon que dans le monde entier, les gens peuvent voir et commander. Maintenant, il y a les systèmes de paiement qui permettent que les paiements arrivent aux producteurs et que lui, maintenant, fasse partir le produit pour que ça arrive à celui qui l'a commandé. Donc, il y a cette nécessité de concevoir les outils qui mettent en relation les commerçants et les consommateurs, les acheteurs. Et maintenant, l'autre avantage, c'est que quand vous avez déjà un tel système, vous pouvez le relier à d'autres systèmes dans le monde. Et c'est pour ça que je disais que, la sanction qui a été prononcée contre la Russie avec son exclusion du SWIFT a réveillé tout le monde pour dire, mais attention. Et là, maintenant, je dis, si tous les autres systèmes-là se mettent en liaison, le SWIFT va être mis en minorité. Bon, voilà.
Voilà ce que je pouvais dire pour commenter un peu les choses de manière très pragmatique. Jean Jaurès Ngapo, vu que cette adhésion-là se fait en dents de scie, le directeur Banque centrale, M. Jean-Marie Benoît Mani, le signifiait tantôt. Ce n'est que tout récemment, le 9 juillet 2026, que la BEAC a adhéré à ce système qui est sur pied depuis 1995, si je ne m'abuse. Donc, on est à se demander comment faire pour intéresser davantage les Africains, les consommateurs, comment renforcer cette confiance des consommateurs, que ce soit des consommateurs, que ce soit des entreprises également, dans ce système de paiement. Alors, sur les questions, et là, ça vient d'être dit par M. Mani, il y a un problème de pragmatisme. Il faudrait que les gens soient pragmatiques. C'est-à-dire que si on attend toujours que les grandes décisions soient prises et que ça fasse fonctionner les choses, on aura du mal. Et ça, c'est valable pour toutes les choses. Et là, en particulier, je le disais tantôt, premièrement, il faudrait que les gens apprennent à commercer entre eux. Alors, sur la question de comment attirer les gens, comment faire fonctionner les choses, je vais rappeler le prix Nobel de la paix qu'on a eu Mohamed Yunus, quand il a créé la Grameen Bank au Bangladesh. Voilà comment une idée très simple et pragmatique est partie pour créer une banque énorme à partir de petites participations. Parce que dans ce qu'on va dire, les gens vont penser qu'il faudrait commencer par avoir 100 000, par pouvoir commander, par avoir 1 million. Non. Le principe de la Grameen Bank a été très simple. Le prêt, la seule banque qui prêtait aux pauvres. Je commençais par dire, bien, il y a des idées en Afrique centrale, par exemple, de commerce, de démarrage d'une activité avec 10 000 francs, 20 000 francs, 50 000 francs. Si les gens prennent l'habitude de démarrer avec de petits montants, de se faire confiance, de commencer à gagner de l'argent, de petites sommes, de travailler de cette manière-là et d'avoir maintenant soit des entités, parce que le principe de la Grameen Bank, c'est là, et c'est peut-être le côté que des spécialistes comme M. Mani devraient voir, de se dire, au lieu que ce soit directement même des petits commerçants, des petits producteurs, ça peut être des petites coopératives qui intègrent le passage par le PAPS. Nous avons fait ici, sur votre antenne, une émission sur le cacao. L'émission sur le cacao, avec le fait que les petits producteurs, qui sont 95%, n'arrivaient pas souvent à accéder à du crédit, à accéder à de la recherche, à accéder à des moyens pour pouvoir développer leur activité. Ça passe par des coopératives. Si le PAPS, par exemple, intègre donc une de ces unités, l'implication des coopératives au niveau africain, on dit voilà, donc dans chaque sol, il y a des Africains qui se sont mis en coopérative, qui produisent divers produits et à diverses marchandises et qui maintenant commencent à se réunir pour mutualiser les moyens, pour mutualiser même des modes de paiement, pour mutualiser des petits crédits, des choses de ce type-là, ça pourra booster le PAP. Ça pourra faire en sorte que davantage d'éléments intègrent la grande structure, intègrent cette grande structure-là qui va se développer grâce à ces différents éléments, même si c'est des petits éléments. Et on sait très bien que dans un fonctionnement de structure, on aura l'autorégulation, on aura tous les différents moyens qui vont faire que l'ensemble de la structure croisse grâce à la participation de ces petits. Donc il faut inventer des formes, tout simplement retrouver des formes plus pragmatiques qui fassent en sorte que même les plus petits soient impactés par la mise en place du PAPS. Christian, mise en place du PAPS, volonté d'intéresser le plus grand nombre de personnes à intégrer ce moyen de paiement. Alors, si on évoquait un tant soit peu les différents mécanismes liés justement peut-être à la sécurité et la rapidité des transactions derrière cette idée portée par l'Union africaine et la Banque africaine d'import-export Afreximbank. Oui, Marley, la sécurité, la stabilité, déjà la sécurité va passer par le fait qu'on maîtrise l'outil informatique, qu'on ait l'assurance que
Internet va être disponible. La stabilité va passer par ce que j'appellerais des comptes d'opération. Va parler par ce que je vais appeler des réserves d'opération. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des États qui ne pourront pas supporter le volume des opérations. Je pense à quoi? Je me dis, si pour chaque banque centrale, le PAPS ou alors Afreximbank ouvre un cahier d'opération qui lui permet de mettre dedans les mouvements aller et retour sur les transactions, il faudra qu'à un moment, quand il faut payer ou rembourser parce que vous avez tellement demandé, que vous ayez quand même un fonds qui garantisse cela. Sinon, le PAPS ne pourra pas fonctionner. Sinon, il ne pourra pas fonctionner. C'est ça qui va garantir la stabilité. Il faudrait, comme le dit tout le monde, je suis d'accord, intéresser le plus grand nombre. Et là-dessus, j'appelle les différentes chambres de commerce qui devraient faire un certain travail. Celui d'organiser les producteurs et les consommateurs locaux sur une plateforme pour permettre leur grande visibilité. Ça, ce n'est pas à Afrexim de le faire, ça, ce n'est pas aux banques centrales de le faire, mais les institutions spécialisées des différents pays doivent le faire. Au Cameroun, on a une chambre de commerce qui devrait faire cela, qui devrait faire ce travail, qui devrait se dire, voilà une opportunité et je vais faire profiter le maximum d'opérateurs économiques de ma région. Là-dedans, dans la réflexion, il faudrait inviter les gens comme le GECAM. Il faudrait aller chercher dans l'informel qui est une niche qui est aujourd'hui méconnue ou qui est aujourd'hui ignorée. Comment faire pour que cette niche-là puisse être formalisée et qu'elle puisse rapporter. Voici, je pense, grosso modo, les éléments qui vont permettre non seulement la sécurité, la stabilité, mais aussi la pérennité de ce système de paiement. Parce que si on ne le fait pas, l'idée aura été là, mais plus rien ne suivra. Le directeur Mani vous a parlé de la chambre de compensation avant, parce que quand vous regardez la superficie du Zaïre, devenu RDC, quand vous regardez la population du Zaïre de l'époque, et quand vous regardez les richesses qui y sont, c'était un gros marché, c'était un gros partenaire. Mais à cause de certaines défaillances sur le plan monétaire, il y a eu des difficultés à faire prospérer une idée qui pourtant était belle. Donc, je pense que, fort de ces différentes expériences, étant avisé aujourd'hui avec ce qui s'est passé après la guerre de l'Ukraine, dès le déclenchement de la guerre de l'Ukraine, le PAPS se présente comme une alternative nécessaire, indispensable. Et il faudrait donc tout faire pour que cette idée qui a bien commencé puisse être pérenne. On va retourner prendre langue avec le directeur Mani, Jean-Marie Benoît Mani. Jean-Marie Benoît Mani, les différences réglementaires qui existent aujourd'hui entre nos différents pays, est-ce que cela constitue un frein à ce système de paiement panafricain? Cela constitue-t-il véritablement un frein à l'éclosion, du moins à l'adoption de ce PAPS? Non, madame, je soutiens ce que disait le docteur Ngapou tout à l'heure. Je pense que les freins, ils sont là. Mais justement, nous devons travailler à desserrer ces freins. C'est en fait pour tous ceux qui sont, moi je dirais, tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir sur le continent africain, leur travail doit être de desserrer les freins. Le constat des freins ne doit pas nous amener à baisser les bras, non, bien au contraire. Tous ceux qui ont une marge de décision, ils doivent travailler pour que dès que les freins sont constatés, qu'on cherche à les éradiquer pour que le continent puisse avancer. Moi, je ne pense pas qu'il faille dire, bon, voilà, il y a ceci qui est un frein. Donc, une fois qu'on a constaté le frein, on travaille pour que le frein n'existe plus. Et
dont je parlais tout à l'heure. Il n'y a pas de franc qui ne puisse être débloqué, mais c'est notre intelligence à tous en tant que décideurs, là où nous sommes, qui doit nous permettre de trouver les moyens de desserrer ces fronts. Et tout responsable, nous sommes, là je soutiens encore ce que disait le docteur Mapout, tous ceux qui sont responsables, leur devoir c'est de travailler pour ceux les plus pauvres, pour aider ces plus pauvres-là à avancer et aller vers la richesse. C'est un peu cet esprit-là qui manque, qui manque en Afrique. Quand on constate les freins, on a la pauvreté. Mais non, nous devons lutter pour sortir les plus pauvres de leur pauvreté. Et c'est ça qui fait le développement. Le développement, c'est pas l'enrichissement de ceux qui sont déjà riches. Non, c'est le développement, c'est la sortie de la pauvreté de ceux qui sont les plus pauvres. Et je vais encore dire une statistique qui m'a toujours épaté, que je ne sais pas dire, c'est que le taux de pauvreté en Chine dans les années 90 se situait autour de 80, 70 à 80%. 2022, une des dernières statistiques que j'ai vues, le taux de pauvreté en Chine est de 0,1%. Et c'est ça qui explique le développement de la Chine. Ils ont travaillé pour sortir les gens de la pauvreté. Donc tout ce qui est frein, nous devons travailler à ce que trouver des solutions pour que ce ne soit plus un frein. D'accord. Avez-vous le sentiment, Monsieur Mani, que les gouvernements aujourd'hui travaillent ou alors mettent en œuvre les politiques nécessaires ou du moins les mécanismes nécessaires pour l'adoption de ce système de paiement transfrontalier? Bon, j'avoue, je suis à la retraite, je suis un peu ces questions de loi, l'intégration de la PA, je l'ai apprise par les médias comme pour tous. Bon, Afreximbank, je l'ai quitté en 2024, donc je ne sais plus très bien ce qui se passe, mais le sentiment que j'ai depuis lors, c'est que en Afrique, nous ne travaillons pas assez. Et comme je vous le disais, c'est des gouvernants qui doivent travailler. Quand on met, par exemple, sur un système comme ça, je sais, quand j'étais encore au conseil, on a poussé la PA plusieurs fois. Donc moi, je dis que c'est tout à l'honneur du nouveau gouverneur là, qui est là, d'avoir pu desserrer ces fronts-là, comme vous le disiez, vous les appeliez tout à l'heure, et pour permettre à la PA de s'intégrer au PAF. Donc je pense que ce n'est pas un gouvernement en tant que tel, mais c'est une institution. Donc tout ce qui est les gouvernements devraient pour moi travailler beaucoup plus. Tant que la pauvreté, je le disais souvent à beaucoup, quand j'étais en poste, et dans ces postes-là, j'ai dit, nous tous Africains, tant que l'Afrique est sous-développée, nous ne pouvons pas nous targuer, je suis ceci, je suis cela, donc, puisqu'on ne voit pas les résultats sur le terrain. Donc je pense que les gouvernants, tous les gouvernements, tous les responsables du pays, sur le continent, devraient faire plus pour sortir le continent de la pauvreté. Et la sortie de la pauvreté du continent, c'est la sortie de toutes ces populations-là qui traînent dans la misère et en voyant, voilà, celui-là, il fait ceci, comment est-ce que je peux l'aider pour qu'il fasse mieux ce qu'il a à faire? Je l'ai vu, j'étais en Thaïlande en 2000. La Thaïlande, à l'époque, était considérée comme l'un des pays les plus pauvres du monde. Maintenant, la Thaïlande, si nous mangeons du riz thaïlandais, tout le monde en raffole. On aurait pu quitter parce que là-bas, ils ont travaillé pour que la production de riz puisse s'améliorer, que tous les producteurs, ceux qui font la production de riz, puissent la faire de la meilleure façon possible et pour qu'ils gagnent plus de revenus, tout le pays gagne plus de revenus et finalement les gens sortent de la pauvreté. Pour moi, c'est simple, il faut travailler pour sortir les gens de la pauvreté afin que le pays, dans sa globalité, se développe. Jean Jaurès Ngapout, pour vous, quelles
seraient aujourd'hui les indicateurs à même d'attester de l'efficacité ou alors du succès de la mise en œuvre de ce système de paiement dans l'ASLECAF pour l'implémentation de l'ASLECAF? Quels seraient aujourd'hui les indicateurs à même de dire, OK, grâce à ce système, voilà? Alors, pour moi, le principal indicateur de succès, c'est le résultat attendu en créant cela. Ils sont venus résoudre quel problème? Ils sont venus résoudre le problème du commerce intra-africain. Donc, premier indicateur, objectif, au moment où ils ont démarré l'activité et au jour où on va faire l'évaluation, quelle est l'augmentation des flux commerçants intra-africains? C'est le premier indicateur. Puisqu'ils sont venus résoudre un problème, la question c'est est-ce que ce problème est résolu? Ça, c'est la première chose. Ensuite, maintenant, on va aller analyser. Dans le résultat global qui est positif, on a un flux financier beaucoup plus important, on a plus d'entreprises qui ont réussi à gagner, à payer un peu plus d'argent. La question va être maintenant, est-ce que, et ça a été dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a moins de pauvres en Afrique? Est-ce qu'il y a une création de la valeur? Est-ce qu'il y a plus de richesse? Voilà les éléments fondamentaux. Et ces éléments fondamentaux nous permettent aujourd'hui de dire qu'à partir des 4 principaux clients d'Afriximbank qui a mis ce PAPS en place, nous avons, les grandes entreprises, je disais tout à l'heure qui ont la part belle, et elles, bien sûr, parce que elles ont les moyens, elles ont une surface financière, elles ont le produit. Dangote, par exemple, vient d'avoir 4 milliards $ là-dessus. OK. Mais est-ce que vraiment on peut créer une banque, un système de paiement uniquement pour des grandes entreprises qui déjà se débrouillaient quand cet outil-là? Bon, donc, c'est une question à se poser. Donc, les grandes entreprises comme clients, les gouvernements, les institutions financières, et moins particulièrement ce qui représenterait un facteur fondamental de réussite, c'est la 4e catégorie des clients d'Afriximbank, ce sont les autres clients. Les autres clients, c'est qui? Et c'est là qu'on parle de ceux qui, grâce à ce système de paiement, sont sortis de la pauvreté et ont pu atteindre un niveau suffisant de production de la richesse. Voilà pour ce que je pourrais dire. Christian, si vous devriez aujourd'hui identifier une seule priorité pour faire du PAS un véritable levier stratégique pour l'ASLECAF, ce serait quoi? Si vous étiez demandé aujourd'hui d'identifier une seule priorité. Permettre au plus grand nombre d'intégrer et d'utiliser ce système de paiement. C'est-à-dire que tout le monde puisse le solliciter et que tout le monde puisse l'utiliser. Parce que si le nombre augmente, ça veut forcément dire que les opérateurs économiques sont passés d'un stade A à un stade B qui est meilleur que le stade A. Donc, ce sera le nombre de personnes capables d'utiliser cet instrument, le nombre de personnes capables d'intervenir ou d'interagir dans les échanges panafricains, le nombre de transactions qui, à la fin, ont pu être réalisées parce que la barrière a été brisée par la mise en place du PAPS. Jean-Marie Benoît Mani, où voyez-vous le PAPS dans 5 ans, voire dans 10 ans? Allons sur 10 ans. Où voyez-vous le PAPS dans 10 ans? Bon, moi je pense que je n'irai même pas jusqu'à 10 ans. Moi je dirais dans les années qui viennent, là, je vois le PAPS comme un outil qui est largement répandu, qui permet, comme je le disais à certains, de faire, vous avez votre enfant qui étudie à Johannesburg, un autre au Caire ou à Dakar. À partir de votre téléphone portable, vous rentrez dans l'application, vous décidez que bon, ils ont besoin de tel argent, je leur envoie. Vous tapez, vous soumettez votre code et dans les secondes qui suivent, l'argent, votre enfant a l'argent. C'est ça la finalité du PAPS. Et je pense, c'est pas dans 10 ans qu'il faut voir ça, c'est dans les mois ou plus dans l'année qui vient. Donc c'est facile à faire quand on voit comment est-ce que les Africains
Africains ont adopté le mobile money. Parce que n'oublions pas que le mobile money, c'est aussi un moyen de paiement, c'est un système de paiement. Il est interne. Bon, maintenant même, vous pouvez faire des transactions, des envois de monnaie au niveau international. Donc le potentiel est là et les Africains sont prêts. Et n'oublions pas que c'est la digitalisation qui permet tout ça. Et pour moi, la digitalisation des économies, d'une manière générale, et même des processus administratifs, devrait permettre à l'Afrique de faire ce qu'ils disent souvent un leapfrog, un saut de grenouille pour rattraper un peu le retard que le continent a accumulé depuis des années. Donc je crois que pour moi le PAPS, s'il est bien mené, s'il est bien compris, il y a une synergie collective, devrait aller très vite, se mettre en place de manière à ce que les paiements africains soient fluides. Comme on l'a dit, le PAPS n'est pas tout. Il est un outil qui permet tant d'autres pour permettre justement que les transactions commerciales augmentent à une vitesse à un grand V, comme on dit, sur le continent. Et donc on pourrait voir dans les statistiques, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, on pourra voir les résultats, on pourra voir que les chiffres sont multipliés par 10, par 20, par 30, en un laps de temps record. Jean-Joël Ngapout, vous partagez le même optimisme que monsieur le directeur Mani? Je partage le même optimisme. Et surtout, je partage les valeurs qu'il y a derrière. Et le travail que nous devons faire sur nous-mêmes pour y arriver. Croire en nous, avoir confiance les uns les autres, parce que fiable et parce que déterminé à apporter la chance et un peu d'humanisme et de responsabilité dans nos actions. Dans ce sens-là, oui, entièrement d'accord avec cela. C'est tout le gros travail à faire pour les valeurs qui portent cette capacité de résultat. Christian, dans 5 ans, le PAPS comme modèle pour d'autres régions du monde, vous y croyez-vous? Les expériences que nous avons vécues, le constat qu'on a fait du système de paiement international qui vit jusqu'à présent et qui servait d'outil pour la soft power, je crois que le PAPS est bienvenu. Maintenant, il faut que tout le monde le comprenne, l'apprécie à sa juste valeur et que les réformes profondes nécessaires pour son existence sur le long terme, sa durabilité, sa stabilité puissent être faites par les différents États membres et qu'il y ait une politique en place qui soutienne cette idée. Et la politique, ça dépend des dirigeants. Vous parliez tantôt de l'adoption. Quel argument mettre au devant de la scène pour une adoption massive derrière? Puisqu'on a dit aujourd'hui, le soir, c'est que tout le monde, le plus grand nombre de personnes fédèrent à ce système de paiement. Il faudrait présenter les avantages à tout le monde. Déjà, Marlise, avant d'acheter un produit, vous achetez d'abord le narratif autour du produit. Il faudrait qu'on explique à quoi il sert, qu'on dise aux gens quels sont les obstacles et les problèmes que vient résoudre cet instrument de paiement et qu'on permette aux gens de constater que l'idée a été bien pensée, que les travers qui ont été connus pour les idées précédentes dans ce même ordre d'idées, si je peux dire, dans cette volonté, ces travers ont été aujourd'hui bien pensés, sont aujourd'hui éliminés. C'est-à-dire que le PAPS soit stable. Donc, c'est cet argument que si on vous prend comme un acteur d'une banque commerciale, c'est cet argument qu'on vous mettra en avant. Oui. Je ne voudrais pas avoir des clients qui vont se plaindre de ce qu'après avoir fait une transaction, ils ne peuvent pas avoir la contrepartie de ce qu'ils ont fait, du fait que le pays à côté n'a pas pu constituer la réserve nécessaire pour que le moment venu, je puisse avoir
la contrepartie en monnaie étrangère pour faire des transactions. D'accord. Jean-Marie Benoît, on vous met là dans la peau d'un agent commercial encore en service. Si vous étiez donné de présenter aujourd'hui le bénéfice concret de ce système à un opérateur économique, par exemple, ce serait quoi? Est-ce qu'on pourrait répéter encore? C'est lui qui peut-être commence à bien vieillir. On vous mettait dans la peau d'un agent commercial et on vous demandait justement de vendre ce système à un opérateur économique. Bon, je me mets dans la peau d'un agent commercial et vous vendez le PAPS à un opérateur économique. Ah, je vends le PAPS à un opérateur économique. Je suis un très mauvais commercial. Donc, je dirais, vous avez tout intérêt. Comme vous avez, à chaque fois que vous rentrez dans le téléphone, on vous dit télécharger l'application, télécharger cette application. Donc, je dirais, vous avez tous les bénéfices. Si vous entrez dans le PAPS, bientôt, vous pourrez mettre vos produits en ligne, les vendre par là et recevoir l'argent dans le PAPS. Jean Jaurès, pour vous, agent commercial du PAPS, vous diriez quoi? L'agent commercial du PAPS. Alors, je dirais simplement qu'il faut comprendre que la vie n'est pas destinée à ce qu'on prête seulement aux riches. Le PAPS peut permettre de prêter aux moins riches. D'accord. Merci infiniment à vous, très cher monsieur Jean-Marie Benoît Mani, ancien cadre de la Banque centrale, directeur national de la BEAC, membre du conseil d'administration d'Afrexim Bank. Merci infiniment, Jean Jaurès Ngapo d'Expert Management et Christian Hervé Balogok, économiste expert des questions bancaires. Merci d'avoir été là ce matin encore pour édifier la lanterne des auditeurs sur cette thématique liée justement à ce système de paiement et de règlement panafricain, le PAPS, avec l'intégration par la Banque centrale à ce système-là. C'était le 9 juin 2026. Merci Marlise. Chaque matin, l'économie se réveille avec vous. De 7h à 11h, BFM Morning, la matinale éco qui donne du sens à votre journée. BFM Morning, la matinale éco qui donne du sens à votre journée. Décryptage de l'actualité économique, marché, entreprise, finance, interview exclusive, débat, analyse d'esprit. Avant de prendre la route, avant d'ouvrir votre bureau, ouvrez votre esprit. BFM Morning, c'est l'info économique claire, utile et accessible pour tous les décideurs, les entrepreneurs et tous ceux qui veulent comprendre l'économie d'aujourd'hui. BFM Morning, la matinale éco, du lundi au vendredi, de 7h à 11h, seulement sur BFM Radio, la radio de l'économie.